D'être avec nous en direct sur BFM TV. Vous avez été pilote de chasse dans l'aéronavale française. Vous avez écrit le livre Au-delà du cockpit. Qu'est-ce que vous comprenez de ce qui est en train de se passer dans les airs en Ukraine ? Eh bien, je pense qu'il y a un ralentissement. On a vu ce qui ressemblait à une résistance durant les premiers jours de la part de l'armée de l'air ukrainienne. Il semblerait que maintenant elle soit quasi plus présente. Néanmoins, il reste un petit peu d'activité de drones. On a vu des images des TB2, donc il faut relativiser quand même un petit peu les volumes. C'est quand on parle des drones TB2, il y en aurait une petite dizaine, et c'est seulement environ 4 missiles par drone. Donc, si vous voyez la capacité militaire en fait de l'armée ukrainienne en ce moment, de l'armée de l'air ukrainienne, elle est quand même très faible. Le point assez étonnant, c'est l'absence vraiment de la présence de l'armée de l'air russe, qui est quand même une armée qui est très présente, qui a été interceptée encore aujourd'hui du côté de la Suède. Il y a eu une interception de 4 avions de chasse russes par les Suédois lors d'une violation de leur espace aérien pas plus tard que ce matin. Un hélicoptère également qui a été intercepté du côté du Japon. Donc c'est une armée de l'air qui est présente, qui a pas mis tous ses moyens à l'instant T au-dessus de l'Ukraine, pour une raison qui honnêtement nous échappe un petit peu, peut-être un manque de coordination ou une non-volonté d'utilisation à troisième dimension pour des raisons qui leur appartiennent à l'instant T. C'est la question que j'allais vous poser, parce que si on revient, on s'est parlé il y a une semaine sur cette antenne où on expliquait tous ensemble que la puissance aérienne russe était infiniment plus importante que les forces aériennes ukrainiennes, et que, en gros, la suprématie, elle était évidente il y a une semaine. Pourquoi est-ce que là, les Russes n'engagent pas plus leurs forces aériennes ? Alors c'est la grande question. Après, on peut dire pourquoi engager une force aérienne. Engager une force aérienne, c'est généralement, en tout cas d'un point de vue occidental, pour soutenir des troupes au sol. Pour ça, il faut une bonne coordination, ou alors c'est pour de la première frappe qui a apparemment été réalisée avec les missiles de croisière. Donc à l'heure actuelle, voilà, la météo, il a fait beau ces derniers jours, aurait permis la mise en œuvre de l'aviation. On a vu quand même quelques images de Sukhoi 34 qui sont des avions d'attaque au sol. Mais ce que les informations qu'on retrouve sur les réseaux sociaux nous donnent, eh bien, c'est qu'il semblerait que le peu d'avions de l'armée de l'air russe sur le théâtre volent à très basse altitude. Donc, s'ils volent à très basse altitude, c'est probablement parce qu'ils ont encore peur des systèmes de défense aérienne ukrainiens, des systèmes de défense de moyenne et haute altitude. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que vous avez 3 couches de défense aérienne. La couche qui va permettre d'attaquer la haute altitude, où c'est des systèmes sol-air, où les missiles font plus d'une centaine, voire des fois une tonne de kilos. Ils sont très gros. Ensuite, vous avez la moyenne altitude, qui est entre 1000 et 5000 mètres d'altitude. Et ensuite, vous avez la très basse altitude. On parle notamment de la livraison de missiles Stinger. La très basse altitude, c'est l'affaire de petits systèmes portatifs. Et à l'heure actuelle, les Russes s'aventurent à cette très basse altitude. Ils ont l'air d'avoir peur de la moyenne et de la haute altitude, ce qui a un énorme impact sur leur capacité opérationnelle. Pour vous donner une idée, en Irak, en Afghanistan ou en Libye, la coalition descendait que très rarement en dessous de 3-4 000 mètres d'altitude. Donc on est habitué plutôt à travailler depuis la moyenne altitude, ce qui nous permet de bien voir ce qui se passe au sol, de bien entendre les troupes au sol par les échanges radio et de bien les appuyer. Colonel Goya. Alors effectivement, cette absence relative de la force aérienne russe fait partie un peu des surprises militaires de ce début de conflit. On peut là considérer que effectivement toute cette première phase qui vise toujours à obtenir la supériorité aérienne, c'est comme ça que ça commence. Donc on cherche à détruire les bases aériennes ukrainiennes, tout leur système de défense antiaérien. Bon, ça n'a pas été fait correctement. On a beaucoup utilisé de missiles. On pense que ça c'est important aussi pour la suite, que la force aérienne russe manque cruellement de munitions guidées. Et donc elle n'est pas du tout précise, ce qui a gêné effectivement cette première phase et qui va avoir l'importance dans les combats urbains que nous connaissons. Et il y a clairement un problème de coordination avec le sol. Et parmi les troupes russes au sol, par exemple, il y a des systèmes de défense antiaériens qui étaient évoqués. Et donc il y a un problème, pour le dire simplement, il y a aussi une peur de se faire tirer par sa propre artillerie antiaérienne, quoi. Mais pour parler clairement, Pierre-Henri Chuet, quand on a vu aujourd'hui, encore une fois, les images des dégâts du côté de Kharkiv, quand on a vu également d'autres villes touchées, Kherson, etc. aujourd'hui, ce sont des villes qui sont touchées par quel type de missiles ? Alors là, c'est une très bonne question. Moi, je suis pas sur zone, je vais pas pouvoir vous donner l'information. J'ai vu des images de frappe depuis des Sukhoi 34, ça c'est un fait. Et ensuite, derrière, les Russes, mais je pense que le colonel sera plus à même de vous répondre que moi, mais sont réputés pour leur qualité d'un point de vue artillerie.
Donc je pense qu'il y a énormément de missiles de croisière, beaucoup d'artillerie également. Quelques frappes, oui, de la 3e dimension, mais si on devait regarder en pourcentage, je pense que c'est la minorité. De la 3e dimension, c'est-à-dire que c'est le ciel. C'est tout ce qui est au-dessus du ciel. C'est les forces aériennes, c'est l'artillerie. Mais donc c'est surtout l'artillerie qui vise aujourd'hui Kharkiv et ces villes-là. Oui, certainement. Oui, c'est l'armée russe, c'est une grosse artillerie en réalité qui bouge. C'est vraiment leur point fort. On voit beaucoup d'images de lance-roquettes multiples. Donc, c'est des roquettes qui sont lancées à plusieurs dizaines de kilomètres, ce qu'on appelle des grades, ou enfin il y a tout un tas de systèmes. Et c'est leur arme principale, incontestablement. Mais là aussi, c'est pas très précis, quoi. Il y a rien, pour le dire simplement, il y a rien de très précis qui tombe sur les villes. Ce qui provoque évidemment des dégâts considérables. Un dernier élément, Pierre-Henri Chuet, dans les 48 prochaines heures, il va beaucoup neiger sur l'est de l'Ukraine. Est-ce que ça change quelque chose ? Alors les protagonistes sont des armées qui sont habituées à ce type de conditions, donc je pense pas que ça change fondamentalement, en tout cas pour ce qui est de l'arme aérienne. Forcément, ça peut gêner s'ils mettent en œuvre de l'armement guidé par le laser. Je pense de plus qu'on se rapproche du printemps, donc ça plutôt qu'un gros front massif, ça risque plutôt d'être des averses localisées. Donc je ne pense pas que fondamentalement ça change grand-chose. Ça va juste fatiguer sûrement un peu plus ces troupes. Merci à vous, merci Pierre-Henri Chuet.